présenter les uns après les autres, mais l'idée ici, c'est que vous puissiez avoir le témoignage, l'expérience et peut-être même des recommandations d'acteurs différents des filières, avec des industriels, des producteurs, quelqu'un aussi du label Agriéthique et puis un moulin partenaire aussi de longue date du label, et qu'ensemble on puisse discuter pendant cette petite heure qui est devant nous du sujet de la transition agroécologique dans le contexte qu'on connaît, avec notamment évidemment la réalité des marchés financiers qui régulent, ou plutôt dérégulent, un certain nombre de filières. Donc merci à vous toutes, à vous tous d'être venus. Merci à l'audience d'être toute oui pour notre sujet du jour. Et puis je vais vous passer le micro pour que vous puissiez vous présenter succinctement avant qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet. La parole à Anne pour faire dans le cliché. Bonjour à tous, merci. Je suis Anne Trombini, je suis directrice générale d'une association qui s'appelle Pour une agriculture du vivant, qui a pour objectif de fédérer largement tous les acteurs de l'écosystème pour construire les conditions agronomiques et économiques d'une massification de la transition agroécologique. Donc, ce qui fait qu'on travaille avec une centaine d'entreprises aujourd'hui, un peu plus d'un millier d'agriculteurs, justement à développer des outils, des méthodes de coopération qui vont permettre d'aboutir notamment sur la question du modèle économique dont on parlera aujourd'hui. Merci. Alors moi je suis Bernard Ader, je suis agriculteur dans le sud de la France, sud de Toulouse. J'ai une exploitation qui est à moitié en agriculture biologique avec de l'élevage de vaches de race limousine extrêmement extensif, et une autre partie qui est en agriculture de conservation, en semi-direct, semi-sous couvert et régénération des sols. C'est l'agriculteur que vous voulez aujourd'hui, c'est ça? C'est une casquette, dans quel sens? Oui, non, parce que j'ai également d'autres fonctions, c'est d'être président du Conseil national pour la résilience alimentaire. C'est une action qui vise à mettre l'alimentation au cœur des territoires par l'angle de la robustesse du système alimentaire sur ces territoires-là. Et également, depuis vendredi, je suis l'heureux président d'un think tank qui s'appelle Agriculture Stratégique. Et c'est une petite fierté pour moi qu'un agriculteur soit à la tête d'un think tank. On a l'habitude toujours de laisser la réflexion aux Parisiens, et ça nous permet également de participer. Et donc Raphaël Houlon, moi je suis en charge du commerce et du marketing pour des moulins familiaux régionaux. Il y a 7 moulins qui appartiennent à Bertrand Gérardot. On est acteur de la transformation de grains en farine, et on livre quotidiennement des artisans boulangers, des industriels, des grandes surfaces, et on fait partie d'Agriéthique depuis le début pour à la fois des cahiers des charges conventionnels et agriculture biologique. Bonjour à tous, donc Jean-Marie Poilvet, je travaille auprès du label Agriéthique et je m'occupe en fait de l'accompagnement et le montage de projets en commerce équitable, donc avec un pilier autour des questions économiques et un pilier sur les questions environnementales et comment on accompagne les filières dans de la transition en stabilisant un engagement économique qui part du producteur jusqu'au metteur en marché. Merci Jean-Marie, merci à toutes et à tous. Une fois qu'on a posé finalement le sujet, on a envie évidemment d'avancer, de débroussailler, même si on n'a qu'une heure devant nous. On va essayer d'être efficace, et on peut se poser la question de finalement c'est quoi la transition agroécologique et comment ça se traduit dans une exploitation agricole. Quels sont les changements finalement qui s'opèrent et qui se constatent dans l'exploitation au niveau de l'organisation du travail, au niveau des sols, au niveau des contraintes que ça apporte, mais aussi des bénéfices. Donc ma question est toute orientée vers toi, Bernard. Bon, j'espère que vous avez un peu de temps, parce qu'on peut y passer quand même la journée, voire même quelques jours supplémentaires. C'est quand même avant tout une grande aventure de se lancer là-dedans. Quand vous avez, comme moi, 50 ans et que vous avez été biberonné pendant 30 ans au labo,
à la chimie, aux engrais, aux pesticides, c'est quand même une très grande révolution que de se bouger pour passer là-dedans. Et si je dois retenir qu'un seul terme dans cette évolution, c'est l'accompagnement. C'est pas quelque chose qu'on peut faire sans accompagnement. Parce qu'il y a tellement de paramètres qu'on bouleverse et tellement de réactions de la terre, du sol, des cultures dans cet environnement différent, que si vous n'avez pas quelqu'un qui a un peu d'expérience dessus pour vous accompagner, vous découvrez tous les jours à peu près 10 facteurs nouveaux. Et pour moi, l'accompagnement, c'est la pièce maîtresse de ce que nous avons, de l'aventure que nous avons emmenée maintenant. Et cet accompagnement, il commence pour moi dès l'école. Aujourd'hui, là je vous livre ma pensée personnelle, on a à peu près 30 ans devant nous pour bouleverser nos pratiques et arriver à faire que l'agriculture remplisse son contrat, qui est une forme de neutralité carbone. Ça part du contrat dans la neutralité carbone qui nous concerne à tous. 30 ans, c'est très très court. 30 ans, ça veut dire que les gamins qui sortent de l'école aujourd'hui vont nous accompagner pour faire cette transition. Je ne suis pas sûr que tout le système soit prêt à ça. Ou en tout cas que les évolutions ont été faites pour ça. De plus, quand on rentre dans cette agriculture qui est très agronomique, on a fait jusqu'à présent une agriculture super simple à faire. Il y avait un problème, il y avait une nouvelle maladie, il y avait un nouvel insecte, on mettait un produit dessus et l'affaire était réglée. Nous, l'agriculture que nous avons à faire, et je dis la vérité, cette agriculture qu'on a à faire, c'est une agriculture qui est hyper agronomique. C'est une agriculture qui est faite de beaucoup de prophylaxie, qu'on anticipe. Et donc c'est complètement différent et sans accompagnement pour faire ça, c'est quand même très compliqué parce que l'aventure en solo, ça veut dire quand même beaucoup de gamelles en termes agronomiques et donc économiques. Et là on rentre dans une spirale infernale qui est quand on expérimente trop et trop mal, on n'a pas de revenus qui vont avec et ces revenus qui ne vont pas avec, ben ça s'amplifie et on va dans l'écueil et l'échec. Est-ce que tu peux nous illustrer concrètement sur, par exemple, le nombre de productions ou la façon dont ça a changé le système chez toi, de rentrer dans cette dynamique-là? Est-ce qu'il y a des cultures qui ont été arrêtées, d'autres ajoutées, ou comment ça s'est passé concrètement et en combien de temps? Alors là, ça a été très progressif. Moi, j'ai commencé à prendre l'exploitation dans les années 2000, par là. Donc, j'ai commencé à lever la charrue du parc. Pour commencer à ne pas diluer la matière organique. Et c'était quand même empirique ce que je faisais, je substituais quelques outils à la charrue. Mais c'était un départ pour pouvoir s'y mettre dedans. On a aussi troqué quelques cultures. La plus emblématique chez nous, c'est l'arrêt du maïs au profit du sorgho, pour ne plus arroser, pour être plus économe en eau. Et pour avoir également une culture qui est plus rustique, qui s'adapte bien à nos coteaux secs et peu profonds, donc une adaptation au terroir. Puis j'ai eu le grand cap des années 2010, où là on est passé vraiment au semi-direct. Le semi-direct, c'est le truc le plus impressionnant. Moi j'ai mon père qui a 80 ans aujourd'hui, il nous traite de fou quand on fait ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on fait du semi-direct sous couvert végétal. Donc il nous voit passer avec un tracteur dans un couvert végétal comme ça, on sème dedans, et il nous dit mais ça poussera jamais votre truc. Et puis ça pousse. Et je vous garantis que la première fois, c'est bien d'avoir un ou deux conseillers derrière qui nous disent mais t'inquiète, voilà, c'est bien, on a tout bien fait comme il faut, et puis on va accompagner tout ça. Et en termes de... En fait, on a aussi très souvent l'idée que changer ces pratiques et s'orienter dans une transition, c'est un choix fort et fondamental dans le système. Mais d'un point de vue économique, comment ça se traduit? Je pense qu'il y a des petites sueurs froides peut-être à un moment donné. Il y a peut-être aussi des bonnes nouvelles, mais en tout cas, il doit y avoir une dynamique aussi économique liée à la transition, puisque en termes de matériel, de pratique, mais aussi de rendement et finalement de chiffre d'affaires, il doit y avoir des bouleversements qui s'opèrent à ce moment-là.
Oui, alors nous, on a eu cette heureuse chance de ne pas connaître cette baisse de rendement économique et rendement même sur les cultures. Bon, on l'a pris de la façon suivante, tout ce qui était culture d'hiver, le blé, enfin les différents blés que nous faisons, et le colza, en culture d'hiver, en semi d'hiver, j'étais pas vraiment inquiet. Je savais qu'en semi direct ça allait passer, parce que moi-même j'ai été prof avant d'être agriculteur, et sur mon lycée agricole dans lequel j'intervenais, il y avait une pratique du semi direct de très longue date. Donc je savais que ça fonctionnait. Donc je suis parti pas inquiet et on n'a pas eu de baisse ni de rendement ni de rendement économique. Et on a juste été très prudent sur les cultures de printemps, parce que les cultures de printemps sont des cultures qui chez nous, enfin, dans nos sols, sont des sols assez lourds, qui se réchauffent difficilement. Là, on allait cumuler tous les problèmes de limaces, tous les problèmes de ravageurs du printemps. Et on a préféré maintenir un petit travail du sol plutôt que d'être en semi-direct. Donc c'est cette progressivité qui nous fait prendre confiance et qui fait que peut-être on ira un peu plus loin. Mais à date, on se dit, si on est là, on est déjà pas trop mal en maîtrisant ça. Les autres participants, est-ce que vous avez quelque chose à compléter sur cet aspect? Je pense notamment à toi, Anne, sur évidemment l'accompagnement, parce que ce qu'on dit là, c'est que c'est des changements drastiques quand même dans un modèle. C'est des paris aussi sur l'avenir, mais des convictions aussi personnelles, peut-être d'abord pour enclencher ça. Et ça se fait pas sans accompagnement, sans expertise. Ton avis, ton expérience sur cette partie accompagnement et expertise des producteurs? Oui, elle est fondamentale parce que, tu l'as très bien dit, tu es parti d'une technique qui était éprouvée localement. Et c'est ça la clé, c'est qu'en fait les techniques elles vont aussi être adaptées en fonction du terroir, en fonction du contexte. Donc ce qui a marché chez Bernard ne marchera pas forcément chez quelqu'un d'autre. Et c'est à ça aussi que sert l'accompagnement technique, c'est d'avoir ce recul et cette compréhension peut-être plus générale des principes agronomiques et de trouver comment je vais les appliquer dans le contexte local. Et ça passe d'abord par l'observation. Et donc c'est toujours intéressant d'être à plusieurs pour observer et un échange pour se dire quelle va être l'approche la moins risquée que je vais pouvoir tester chez moi de manière la plus sécurisée possible. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des cultures sur lesquelles on maîtrise, il y a des systèmes où ça fonctionne bien, il y en a encore d'autres, par exemple pomme de terre betterave, on est encore sur des phases où on apprend. Et tout l'enjeu, c'est aussi de construire des itinéraires techniques qui soient sécurisés pour cette première marche. C'est intéressant la manière dont tu l'as expliqué, c'est que tu y allais par étapes, là où tu pensais que tu avais le moins de risques. Et c'est ça le principe, c'est surtout de ne pas faire basculer sa ferme d'un coup sur une technique, mais de tester sur des systèmes, culture d'hiver, culture de printemps, et d'adapter vraiment au maximum. Et d'un point de vue, je dirais, temporalité, je ne sais pas s'il y a une moyenne ou en tout cas une idée de combien de temps on met en nombre d'années pour faire cette transition, puis avoir finalement un système qui globalement a basculé. Est-ce que vous avez des expériences de ça? Nous, on s'était mis un objectif de 5 ans, on y est arrivé au bout de 3 ans. Mais 3 ans, c'est pas encore fiable. On a attendu nos 5 ans pour pouvoir s'exprimer et dire que ça y est, on maîtrise. Aujourd'hui, bon voilà, mon expérience, je suis capable de faire pousser des cultures d'hiver sans aucun problème dans ces conditions-là. Alors, je sais pas, je vais vous confier quelque chose. Dans notre métier, à un moment donné, on sent les choses et on sent si on est en maîtrise des choses. Et nous, bon, on est passé dans cette sensation de maîtrise des choses. Donc là, on ne se sent pas invulnérable, mais en tout cas, on sait qu'on a de l'expertise dessus. Et on sait que quand on est appelé par quelqu'un, on ne va pas lui confier une recette magique. On sait comment expliquer sa façon de réussir et non pas une recette. On sort du monde de la recette, là on ouvre le monde de la réflexion et de l'expérimentation. On expérimente quand même un peu tous les jours. Ouais, c'est ça, on dit souvent c'est entre 5 et 10 ans pour stabiliser un système, mais en sachant que c'est jamais fini. C'est vraiment ça qui est important, c'est que c'est de l'expérimentation permanente, parce que le climat en plus change, donc vient rebousculer les variables, le sol évolue, il faut être en observation permanente et donc faire ajuster sa rotation. Donc c'est vrai que les systèmes monorotation là, qui ne bougent pas toute la carrière de l'agriculteur, c'est fini ça.
Donc 5 et 10 ans, c'est disons la phase j'investis, je prends des risques, je teste, mais après ça reste une adaptation permanente au vivant. La transition est toute trouvée en fait parce que Je vais juste rajouter un petit point, parce qu'il y a des choses auxquelles on ne pense pas. Quand on dit on va régénérer un sol, on régénère un sol évidemment en pensant à la culture, mais on le régénère également pour les mauvaises herbes. C'est-à-dire plus il y a des bons, plus il y a de mauvaises herbes qui poussent également. Donc on rencontre comme ça là, des problèmes nouveaux qui sont des bons problèmes à gérer. Dans ma part expérimentale, je fais aussi de l'ABC, de l'agriculture biologique de conservation. Là, quand on enrichit le sol, on enrichit les mauvaises herbes, et là, c'est compliqué de gérer les mauvaises herbes en même temps que la culture, donc là, le casse-tête commence. C'est pour ça qu'on s'oriente, nous, vers des semis sous mulch. Donc, on fait des cultures dédiées à ça. On fait pousser une culture, par exemple du sorgho. On va coucher le sorgho au sol pour qu'il fasse une forme de paillage, et dessous, on va faire pousser le blé ou les févroles qu'on va faire. C'est pas. Ça marche pas, ça marche pas. C'est pas spectaculaire à 100%. Vous avez quelquefois des mauvaises herbes qui poussent, mais globalement, on est assez content du résultat. le temps, finalement, le temps de la production, c'est un temps long, c'est ce qu'on comprend là, d'autant plus quand on est dans des bascules, dans des changements de modèles. Maintenant, les productions, elles doivent avoir des débouchés, sinon elles n'ont pas non plus de pertinence dans le modèle économique de la ferme. Elles doivent être rémunératrices et du coup, le temps de la production n'est pas forcément celui de la consommation et peut-être celui de l'industrie. Donc là, je me tourne vers toi, Raphaël, pour discuter un petit peu du maillon d'après, de se dire, bah en fait, tous ces changements drastiques qui s'opèrent au niveau de la production et qui sont nécessaires pour un avenir durable des productions, ça doit trouver un écho et une réalité de consommation et de transformation auprès de vous, les industriels, qui tous les jours avaient pour mission finalement de transformer ces productions, ces céréales. Donc comment est-ce que tu appréhendes ce travail avec l'amont et quelle est la nature de l'activité des moulins Girardot déjà techniquement sur ce que vous faites au jour le jour, mais aussi en collaboration peut-être avec des partenariats amont qui doivent forcément connecter avec vos réalités. Alors, la première chose, hein, nous, on est un moulin. Un moulin, il fera une bonne farine s'il a des bons blés. Donc, on va travailler avec du blé. Hein. Moi, je ne vais pas parler des limousines et du colza, parce que c'est vraiment le blé qui va nous concerner. Parce qu'à la fin, notre mission en tant que moulin, c'est que le boulanger il fasse du bon pain, ou que l'industriel fasse des bonnes brioches ou des bonnes madeleines. Donc, on a un rôle, nous, de faire comprendre aux consommateurs finaux, aux industriels et aux artisans qu'on a comme clients, du temps long de l'agriculture, ce qui vient d'être expliqué par Bernard et Anne. C'est-à-dire que cette transition, on la souhaite, mais elle n'est pas pour septembre. Elle est pour dans 3, 4, 5 ans, et qu'il y ait une démarche de progrès. Et à chaque fois, nous, notre rôle, ça va être de valider et de vérifier que les blés sont compatibles pour faire du pain. Parce que si on fait tout ça et qu'à la fin, on ne peut pas faire de pain, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et la bonne nouvelle, c'est que pour le moment, sur tous les blés d'agriculture de conservation des sols et tout ça qu'on a pu recevoir, on a plutôt une amélioration de la qualité qu'une dégradation. Et ça, c'est notre rôle aussi de faire un retour vers le producteur pour dire, bah, là, ce que tu m'as fait, bah oui, c'est bon, et on peut en faire du pain. Et l'impact environnemental d'une industrie comme la vôtre, il est beaucoup connecté, voire essentiellement connecté à l'amont. Est-ce que vous avez une approche justement sur les matières premières pour justement permettre de réduire vos impacts, puisque vous, industriels, vous participez par extension à effectivement un certain nombre d'effets négatifs sur les territoires à cause des productions et de ce qui peut être fait à l'amont. Donc c'est un vrai enjeu aussi global pour l'industrie. Je suppose que de s'approprier ce qui se passe à l'amont. Comment est-ce que vous le travaillez chez les moulins Girardot et les moulins associés? Alors, moi j'ai la chance de travailler pour un patron, Bertrand, qui a décidé en 85 de racheter un moulin bio. En 1985, il n'y avait pas de réglementation européenne. Enfin, c'était le début du balbutiement de ce que c'était. Donc, c'est ancré dans l'entreprise de façon viscérale le fait de filières vertueuses pour l'agronomie. Ça fait partie de l'ADN de l'entreprise.
Et en bio, on rencontre aussi beaucoup de difficultés. Bernard en parlait, quand on se prive de la chimie, tout de suite, tout est plus compliqué aussi. Donc aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est continuer à faire progresser l'amont en tissant des relations de moyen terme et de faire comprendre à l'aval, donc à des grands distributeurs, à des industriels, à des artisans, que de s'engager sur la durée, sur 3 ans, sur 5 ans, c'est pour ça qu'on était à l'origine aussi d'Agritic, c'est la seule solution pour permettre à l'agriculture d'évoluer dans ce sens. Et ça, il y a différentes étapes. La bio s'en est une, mais ça ne correspond pas à tous les modèles agricoles ni à toutes les attentes consommateurs. Là, ce qu'on souhaite faire et ce qui est de plus en plus prégnant, c'est de faire cette transition agroécologique, mais pour une volumétrie qui est beaucoup plus grande et beaucoup plus large. Donc ça passera forcément par une articulation de contrats moyen terme et d'engagement moyen terme entre des boulangers, des meuniers et des producteurs. La bonne nouvelle que je retiens là, c'est qu'à la production, l'agroécologie, c'est possible et ça marche. Là, je me dis aussi qu'au niveau industriel, effectivement, il y a déjà des choses en place qui sont dans le bon sens, je dirais, de l'histoire d'un point de vue transition. Et la question sur laquelle je me demande si on peut avoir une bonne nouvelle, c'est est-ce qu'il est possible de faire ça et de continuer de le faire passer à l'échelle dans un univers contraint avec la loi justement des marchés, la spéculation potentiellement sur le blé qu'on a connu récemment. Est-ce que c'est tenable? Est-ce qu'on arrive à lutter contre ces effets qui sont exogènes finalement aux acteurs de filière engagés et qui sont les réalités économiques d'un monde globalisé, quoi. Donc quand la tonne de blé explose, est-ce que l'agroécologie et les engagements pris à l'amont peuvent tenir? Est-ce que les consos sont toujours au rendez-vous d'après vous, notamment au niveau industriel, mais aussi les autres? Je pense savoir. Pour commencer, je vais continuer sur mon sujet qui est le pain et la farine. On a vu avec la séquence qu'on vient d'avoir, c'est-à-dire d'envoler les cours du blé, effectivement qu'on a maintenu les engagements pluriannuels qu'on avait pu faire avec les producteurs et ça n'a pas tout cassé. Ça, c'est une bonne nouvelle quand même. Et nos partenaires, nos clients, souhaitent continuer malgré tout ça. On a de toute façon une partie de notre farine qui est articulée sur le cours du blé. C'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Et on a, nous, déjà à peu près 30% de nos volumes qui sont basés sur les coûts de production et pas sur le marché. Donc, c'était même pas 2% il y a 20 ans, donc on passe de 2 à 30. Et notre ambition, notre vision, c'est que c'est possible de monter peut-être à 50, à 60% avec cette articulation. Parce que le consommateur, s'il a un produit de qualité, c'est quand même le prérequis, c'est ça. Si on n'a pas une farine correcte pour faire du pain, ça ne fonctionne pas. Le consommateur, il est prêt et il est plutôt heureux de ne pas avoir des fluctuations de prix énormes dans un sens comme dans l'autre. Et de contribuer quand même à ce qui se passe dans les champs. On peut compléter ? Oui, je pense que l'intérêt de la contractualisation, au-delà de donner une vision sur 3-4 ans, quand on se lance dans une opération comme ça, on va acheter du matériel, on va acheter les semoirs, et c'est bien d'avoir un modèle économique, au moins pour les années d'amortissement de ce matériel-là, ça c'est important. Mais les agriculteurs, on aime bien aussi s'engager pour quelque chose. Travailler pour une filière, il y a énormément de fierté de faire du blé et de savoir où son blé va. Et qui puisse se traduire en pain qu'on va aller acheter ou que votre famille ou vos amis vont aller acheter. En vous disant le dimanche, ouais, mais moi je prends ce pain parce qu'il est vraiment bien. Donc il y a quand même un grand sentiment de fierté. Et la fierté aujourd'hui, c'est quand même l'espèce d'ingrédient qu'on a envie de remettre dans l'agriculture. Parce que faire pousser du blé, du maïs, et aller baigner ça dans un trou qui part ensuite je ne sais pas où pour aller faire de l'éthanol ou je ne sais quoi, bon, alors le petit chèque que ça donne, ça ne donne pas quand même un grand sentiment de fierté. Ouais, je vais rebondir là-dessus parce que c'est très juste, c'est qu'aujourd'hui on voit bien que toutes les démarches économiques sur lesquelles on peut travailler, l'élément premier c'est en effet de renouer la confiance et le lien à l'intérieur de la chaîne de valeur. Plus on est sur de la minimalisation et de l'achat de volume, plus en effet c'est le prix de marché qui compte et basta.
et on va acheter aux enchères à la qualité compas. Donc là, vous avez des éléments démonstrateurs de ce qu'on a envie de voir partout. Mais c'est vrai que moi, je n'étais pas ici du tout du secteur agricole et agroalimentaire quand j'ai pris la direction de PADV. Et j'étais assez frappée aussi que finalement, il y a pas mal d'agriculteurs qui ne veulent pas forcément aujourd'hui de contrats pluriannuels, qui préfèrent jouer avec les prix de marché. Parce que humainement, quand on sait qu'on peut perdre ou gagner, les gens retiennent gagner et donc ils font jouer. Et ça, c'est quand même un peu la loterie. Et donc moi, je me suis heurtée à ça au démarrage, complètement naïve, en me disant c'est les filières, les méchants, ils ne veulent pas mettre des contrats en place. Et en fait, pas du tout. Les filières, elles ont beaucoup plus intérêt à sécuriser aujourd'hui, sachant qu'il y a quand même un enjeu avec le changement climatique, de maintenir des rendements, de sécuriser des approvisionnements. Le contexte a changé et aujourd'hui c'est plutôt le monde agricole qu'il va falloir aussi aller chercher sur ce sujet-là, en objectivant des choses, en expliquant, en faisant lien avec la transition, en faisant lien avec des enjeux de qualité et de besoin de se projeter sur le long terme pour investir dans ces enjeux de transition parce qu'elle est inéluctable et que tout le monde attend de décarboner, tout le monde attend de la biodiversité. Donc en fait c'est un vrai projet agricole qu'il faut remettre aussi dans le débat public. Aujourd'hui, il n'est pas clair, il y a des choses qui ont été dites, mais il n'y a toujours pas le mot transition dedans. Et tant que ça, ce ne sera pas clair, malheureusement, le prix de marché et les marchés, ça restera le sujet de base. Jean-Marie, de ton expérience chez Agritic, deux choses, cet esprit filière et cette démarche de construction de filière, comment elle se formalise, et puis la deuxième chose, c'est effectivement cette connexion en réalité de marché, comment tu la vis depuis que tu es chez Agritic et que tu co-construis avec tous les acteurs. Donc forcément, nous, le modèle que l'on propose, il va vers l'engagement des producteurs. Je reviens en fait sur deux éléments clés qui, pour moi, en fait, amènent l'ensemble des acteurs à pouvoir travailler ensemble. Il y a la question de se faire confiance, et donc de la transparence entre acteurs. Et que, comme tu le disais, Bernard, un producteur, il est plus enclin à s'engager quand il sait où va sa matière première, comment c'est valorisé et qu'il soit fier du produit final qui arrive chez les consommateurs. Et donc, ça remet du sens, en fait, derrière son travail. La transparence aussi, dans l'approche que propose Agritic, c'est que on définit des prix qui sont basés sur la réalité de coût de production. Donc, ce qui fait qu'effectivement, les producteurs, ils mettent beaucoup de transparence sur la réalité économique de leur ferme. Tout l'enjeu derrière d'un modèle comme Agritic, c'est que après, comment se passe sur le reste de la filière, et que ça, je pense qu'on est au début des étapes à ce niveau-là, c'est-à-dire que le jeu de la transparence, si on veut travailler en confiance dans le temps, faut qu'il puisse se construire aussi sur des maillons suivants. L'autre enjeu, effectivement, que l'on voit, c'est que quand on travaille sur des prix de marché, la difficulté, c'est que ça n'amène pas forcément une garantie de rémunération de la matière première chez le producteur. Et que dans la question de la transition, il y a une question aussi de prise de risque. Et qu'à un moment, en fait, je trouve, à mon avis, illusoire que quand on a des pionniers, ils osent, mais quand on va embarquer tout le monde, il faut un minimum sécuriser ces producteurs et que les moyens que l'on propose, c'est d'amener de la transparence, de la sécurité, avec un prix basé sur une réalité de coût, et que en fait, ça amène de la visibilité tant pour le producteur, pour qu'il puisse porter cette transition sur sa ferme, et ça amène aussi de la sécurité, de la visibilité pour les acteurs aval qui, sont sûrs d'avoir une matière première qui arrive au pied de leur usine, et que effectivement les projections dans les années à venir, on n'est pas sûr que ça puisse être garanti pour n'importe quel type de matière première, et donc il faut créer des ponts et des liens entre ces acteurs. Et pour arriver à des modèles de transparence et de se faire confiance, en fait, d'avoir un outil comme un label comme Agritic, c'est aussi le tiers de confiance qui permet et qui arrive à construire ça. Parce que c'est pas du jour au lendemain qu'on arrive à apporter de la confiance, et quand on peut avoir des aléas de marché conséquents, le rôle d'Agritic, lorsque le blé est monté à 430 € et puis maintenant qu'il est rechuté
à 200 et en dessous de 200 en prix producteur, bah, on est aussi le médiateur. Et on a ce rôle de médiation parce que bah, c'est vrai que c'est frustrant quand on dit bah, mon blé halieutique il est, je dis, autour des 300, bah, quand ça monte à 400, ouais, c'est frustrant. Hein, mais bah, après, c'est de rappeler en fait l'engagement dans le temps et que bah, là, on a notre rôle de recréer de la médiation au sein des filières pour que tout le monde bah, reste dans l'engagement porté. La transition sur le concret de la vie économique des moulins, des producteurs, des distributeurs et des grandes marques, c'est un coût en partie, ou en tout cas c'est lu comme tel à aujourd'hui, parce que tout le monde n'a pas la vision holistique ou macro de se dire qu'il y a plein d'externalités négatives à travailler sur du conventionnel ou sur des logiques de court terme avec des productions agricoles qui finalement sont assez polluantes. Ou en tout cas pas dans le sens d'un respect vraiment de l'environnement. Vous, comment vous vivez, notamment d'abord au niveau producteur, ce coût de la transition, quoi. Comment est-ce que vous le lisez? Comment est-ce que vous estimez qu'il faudrait l'adresser afin de réussir collectivement ensemble, depuis le consommateur tout au long de la chaîne jusqu'à la marque industrielle et vous, pour réussir ce pari? Parce qu'en fait, il y a un risque qui est pris quand même par toutes les organisations d'une filière en travaillant différemment et d'avoir ce nouveau logiciel. Comment est-ce que vous pouvez réussir à appréhender les coûts qui sont inhérents à cette transition? Je vais juste reposer quelques préalables avant de répondre à la question. Les agricultures sont plurielles. Tous les agriculteurs ne partent pas du tout du même niveau. Si vous prenez les agriculteurs pionniers qui ont envie d'y aller parce qu'ils sont motivés personnellement par cette envie de réussir, c'est suffisant économiquement. Vous avez nourri votre ambition. Si vous prenez quelqu'un qui n'a pas envie de le faire, vous pouvez lui mettre tous les filets financiers, vous allez réussir la transition parce qu'il va mettre tout en prairie ou en jachère et au moins il n'y aura pas de souci. Et ça ne fait pas une agriculture non plus. Ça sera bien pour la biodiversité, mais pas forcément pour l'agriculture. Vous voyez, j'ai pris les deux cas extrêmes. Et au milieu, vous avez absolument tout. Et je reviens toujours à l'accompagnement. La qualité de l'accompagnement va faire que le risque ne va pas être réduit à 100%, mais il va être déjà bien accompagné. Et l'expérience de l'accompagnement. Ça a une valeur. Donc, avant de dire qu'il faut mettre 500 balles par hectare pour faire quelque chose, qui je pense est la pire des solutions, investissons collectivement dans le conseil, investissons collectivement dans pas la gratuité, mais la possibilité d'accéder au conseil pour les agriculteurs, et cette motivation-là, et on aura réglé pas 100% du problème, mais peut-être 80%. Et à partir du moment où on est à 80%, on a déjà fait basculer, et le reste du monde le suivra. Ça n'est qu'une question de temps et de changement de génération. Donc je veux vraiment dire que c'est pas notre logiciel, l'ancien logiciel, consiste à dire on va aller prendre à l'Europe 500 balles par hectare et on va le redistribuer pour que les agriculteurs fassent la transition. Oui, ils auront 500 € par hectare, mais ils partiront chez John Deere ou chez Vaki, mais la transition ne se fera peut-être pas. Je préfère que cet argent-là, qui est de l'argent collectif, qui est de l'argent qui est déjà payé par le citoyen. Parce que le citoyen, il paie deux fois. Il paie par les impôts qu'il paie, la transition, partie de la transition, et il va l'accompagner par le prix qu'il va mettre à acheter des produits, par son acte d'achat. Donc ça, on doit en être reconnaissant au niveau agricole aussi, de cet engagement-là, qu'on sous-estime quelquefois. Donc pour moi, il est bon de maximiser toute cette partie éducation, et ça commence à l'école. On commence à former des ingénieurs, des techniciens qui soient capables de comprendre ce changement et de pouvoir les accompagner. C'est un gros investissement, ça. Et une fois qu'on a fait ça, bien sûr qu'il y ait des filets de sécurité économique gérés par les filières, gérés pas directement par les agriculteurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que les filières semblent gérer très bien, ou même des acteurs particuliers, parce que monsieur est une filière en soi.
et d'avoir accès à ce financement-là qu'il peut utiliser sous forme de caisse de péréquation, c'est à inventer. Après, c'est un modèle de gouvernance un peu collectif à faire. Souvent, on s'éclate à faire ces modèles-là parce qu'on invente des modèles qui nous ressemblent dans ces moments-là. Et là, on gère ce filet de sécurité financier qui permet d'accompagner la transition. Raphaël, sur la partie justement industrielle, les mêmes paris qui sont pris par un acteur pionnier comme les moulins associés, que ce soit dans la bio, dans les filières équitables, c'est des paris stratégiques forts, mais qui ont effectivement un coût aussi. Alors ça doit être plutôt vu par des acteurs comme vous comme un investissement plutôt qu'une ligne de coût, mais à un moment, il faut quand même bien s'approprier aussi les contraintes et les défis du financement à l'amont. Et comment est-ce que vous le vivez? À quel moment vous avez perçu ça chez les moulins associés? Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous, on a une ambition qui est d'aller vers 100% de filière vertueuse à 2030. Donc, on s'est déjà dit que c'est là qu'il fallait qu'on aille. Donc, la question du coût vient après, sur comment on le gère, comment on met de la valeur dans notre farine, dans la qualité de notre farine, puis aussi dans le message qu'on peut porter aux consommateurs, parce que comme le disait Bernard, il y a beaucoup de gens, quand ils rentrent dans une boulangerie, qui sont tout à fait prêts à payer la baguette à 1,30 € ou 1,32 € parce que ça apporte une vraie valeur d'aide au niveau de la production agricole. Donc il faut juste réussir à l'expliquer simplement, un truc hyper compliqué. Donc nous on fait des choix qui sont au niveau de la bio, au niveau de PADV également, de l'accompagnement, parce que les réponses simplistes, par exemple, ça c'est bas carbone, et puis voilà. Le carbone c'est qu'un bout du truc. Et il y a l'eau, il y a la biodiversité, il y a énormément d'autres paramètres à prendre en compte. Si on fait que du bas carbone, on rate une grosse partie du sujet. Et donc nous on a un rôle, parce que vous ne mangez pas de la farine crue. Donc il y a un boulanger derrière, un industriel, qui va devoir embrasser ces problématiques et les comprendre déjà. Or, c'est compliqué. Mais la bonne nouvelle, c'est quand même qu'on a des industriels et des consommateurs qui sont très proactifs ces derniers temps sur ces sujets. Et pas, il y a de l'opportunisme, mais pas que. Il y a des vrais. Les hommes et les femmes qui travaillent dans les industries, ils ont aussi besoin de sens dans leur métier. Et le fait de faire changer les choses sur un sujet de fond comme celui-là qui nous concerne tous, il y a des belles rencontres qui se font et le sujet du prix peut passer un petit peu derrière. Et également dans les enseignes. Toujours les GMS et les méchants, tout ça. Non, il y a aussi des hommes et des femmes qui travaillent dans différentes enseignes qui sont très proactifs pour les filières et qui sont très conscients de leur rôle central de mise en marché vers le consommateur et d'accompagnement qu'ils doivent apporter. Petit point pratico-pratique, Bernard, c'est bon pour toi? Parce qu'il me semblait que tu devais quitter vers 11h30, donc je ne veux pas te retenir en suite. Encore un chouï. Donc Anne, je voulais te demander à toi la vision que tu as justement sur ce sujet qui est central de financement de la transition, qui est la vision de PADV et comment est-ce que vous travaillez le sujet dans votre environnement avec les acteurs des filières, mais peut-être aussi plus largement pour faire prendre conscience que la transition, il faut la financer et ça doit passer par telle ou telle dynamique ou telle conscientisation de la problématique. Oui, alors il y a plein de sujets derrière ça. La première chose que je voulais dire, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, la manière de faire la transition et les coûts de cette transition vont être très différents selon les territoires et selon les cultures. Donc on a des systèmes où en effet on n'a pas forcément de surcoût en tant que tel, il y a de la prise de risque, mais il n'y a pas forcément de surcoût. Et les territoires, il y a des très forts surcoûts. Par exemple, les cultures d'industrie, je disais tout à l'heure, pommes de terre, betterave en France, c'est des cultures ultra techniques, ultra pointues, ils n'ont pas le droit à l'erreur parce que la pomme de terre elle doit être parfaite. Alors ça c'est un autre problème, mais quand même, c'est l'état des lieux dont on parle. Et donc dans ces cas-là, revenir à ce niveau de qualité, ça entraîne un niveau de risque, un niveau de surcoût qui est important. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que là on parle souvent de culture, donc par exemple le blé. Une ferme c'est plein de cultures, c'est plusieurs ateliers et ce sont plein de clients. Et quand on a un acteur comme Moulin Girardot qui s'engage, c'est génial.
Maintenant, à l'échelle de la ferme, alors le blé, c'est bien, c'est quand même une bonne part de la rotation, mais c'est pas 100%. Et donc, à nouveau, si on veut accompagner un agriculteur, le motiver, le soutenir, il faut aussi avoir cette logique de comment on embarque les autres acteurs de la rotation, les autres filières, les autres acteurs économiques. Donc c'est là où nous on va intervenir à la fois sur l'objectivation de l'état des lieux économiques, quels sont les surcoûts, quel est le niveau de prise de risque, et sur l'embarquement de l'ensemble de la rotation de manière à sécuriser l'agriculteur au maximum. Sur cette partie prise de risque, il y a aussi un point que je voulais souligner, c'est qu'il y a une prise de risque pour l'agriculteur, notamment en termes de rendement. Et là, il y a aussi un travail culturel à mener au niveau de l'industrie, au niveau des filières, sur peut-être sortir un peu d'un tabou sur ce sujet-là aussi, qui serait on va maintenir les rendements et on va continuer d'augmenter les rendements ad vitam aeternam. On est quand même sur une phase où ça baisse, et aujourd'hui l'enjeu c'est de les maintenir. Mais en phase de transition, il ne faut pas se voiler la face, il y a un risque qui est quand même important. Et là aussi, il faut avoir cette discussion de manière objective pour se dire quels sont les risques et quelle hypothèse on prend ensemble et qui va être co-partagée à l'échelle de la chaîne de valeur. Donc une fois qu'on a dit ça, sur quoi il faut travailler, donc le premier axe de travail c'est de monter ces coalitions autour de la ferme et de se dire finalement qui sont tous les collecteurs, coopératives, négoces qui viennent collecter les différentes cultures. Et le premier point, c'est celui que tu as dit, c'est comment on organise le conseil, comment on cofinance. Parce qu'aujourd'hui, chacun est un peu en ordre dispersé, donc on va avoir un acteur qui va financer de la formation, un autre qui va financer du conseil, mais tout ça n'est pas intégré. Et l'agriculteur peut recevoir 3 fois la même demande de formation couvert végétal, par exemple. Et donc ça, c'est complètement inefficace. Donc premier travail, c'est la mutualisation des coûts d'accompagnement de la transition. Deuxième travail, c'est la mutualisation du risque et des investissements. Et quand on pose ces équations, on retrouve des marges de manœuvre. Et ça permet de réduire cet investissement qui est nécessaire sur la durée. Le deuxième axe de travail, c'est de travailler dans la chaîne de valeur. Donc il y a en effet, même la GMS, il y a des contrats tripartites qui se mettent en place, etc. Maintenant, la question, c'est, dans une hypothèse où 100% de l'agriculture française est en transition, est-ce qu'on est capable d'encaisser ça collectivement? Est-ce qu'on est capable de financer, même si on a réduit un peu les coûts? Est-ce que tout le monde est prêt à jouer le jeu? Et c'est là où nous, on pousse un troisième axe qui est absolument nécessaire et fondamental pour que le deuxième intervienne. C'est le soutien des politiques publiques. En termes de projet, je trouvais que l'exemple que tu citais est très intéressant. On paye 2 fois en tant que consommateur. Mais est-ce qu'on est sûr que les 2 trucs qu'on paye, ils vont dans le même sens? La réponse, clairement, est non aujourd'hui. Et donc ça, c'est absurde, parce que si le consommateur il paye 1 fois par ses impôts, 1 fois par son achat, et que les 2 ne s'additionnent pas, in fine, pour l'agriculteur, ça ne collera pas. Et donc c'est là où on a besoin d'avoir des politiques publiques qui soient claires, un projet agricole qui soit clair, qui soit cohérent avec ce que demandent et ont besoin les filières en termes de décarbonation, en termes de qualité de produit, et de construire les bons dispositifs de financement qui vont venir soutenir les filières. Aujourd'hui, on avait un événement hier, on en parlait, il n'y a aucun dispositif public à grande échelle qui vient soutenir l'investissement des filières sur la transition agricole, alors que sur l'énergie, il y en a plein. Et on dit toujours, il y a 2 genres, transition énergétique, transition agricole. Pourquoi il y en a un qui est déshérité par rapport à l'autre? Donc là, il y a un vrai travail, un vrai effort à faire, donc de plaidoyer, et plus on sera nombreux à porter le message, plus on pourra faire bouger les choses, mais de manière à ce que tout ça s'additionne et aille dans le même sens. Sinon, on aura encore des super entreprises qui font des choses géniales et agri-éthiques en premier, mais comment on fait pour aller plus loin et massifier? Et c'est vraiment ça la question. Jean-Marie, toi, l'expérience de travail que tu as sur tous les producteurs engagés dans les démarches agri-éthiques, sur cet aspect transition, c'est un vrai sujet d'actualité, puis qui prend forme concrètement là, dans des filières, notamment dans les filières agri-éthiques, évidemment. Comment est-ce que tu perçois, tu vois la dynamique de travail sur cet axe transition au sein au moins des filières agri-éthiques, voire même plus largement des filières françaises? C'est mon stand de spotter. Alors au niveau de l'agri-éthique, je dirais on vient de finaliser un partenariat avec PADV pour s'appuyer sur l'expertise technique et l'outil qui est proposé par PADV pour accompagner et guider l'ensemble des filières agri-éthiques. Et là où je rejoins Anne, c'est qu'en fait un outil comme agri-éthique, jusqu'à présent, c'est un outil qui est un outil de filière. Donc effectivement, par rapport à l'ambition globale, on n'est qu'une partie de la réponse. Après, forcément, l'intérêt d'une communauté comme agri-éthique, c'est aussi
faire rencontrer différents acteurs qui travaillent sur des filières qui n'ont strictement rien à voir, mais qui s'approvisionnent sur les mêmes fermes. Et que, en fait, il faut créer ces espaces où ces structures arrivent à échanger. Et au final, on voit bien que, de part, en fait, l'usage d'un label comme Agritic ou d'être dans la communauté PADV, c'est des structures qui ont les mêmes appétences, les mêmes souhaits, et qui voient très bien qu'elles ont intérêt à cheminer ensemble. Après, effectivement, la réponse, on commence à travailler dessus, à imaginer des choses, mais il reste tout ce pont à construire. Et que, Agritic, nous, on peut s'appuyer sur notre communauté. Si on veut réussir à SCV, effectivement, plus la communauté grossit, plus on aura un effet du manège beaucoup plus puissant pour porter tout le monde. Ce qui est central actuellement, et notamment dans l'actualité, c'est effectivement la sécurisation du revenu agricole. Donc Agritic, c'est finalement un pilier économique fort qui permet de rémunérer le producteur sur les réalités de coûts de production. Donc c'est une première chose. La deuxième, c'est ce qu'on développe aujourd'hui très largement sur la transition. Mais d'après vous, comment sera perçu dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années cette question de la sécurisation du revenu agricole dans les filières? Je vais y aller. Tu veux dire un dernier mot? C'est moi. Non, je peux leur répondre, mais je suis désolé, je dois vous quitter. Sécurisation du revenu agri qui est plus que d'actualité aujourd'hui. Agritic permet de sécuriser ce pilier-là, mais comment il permettra d'être un outil ou pas de la transition? Comment il sera perçu demain au niveau des La contractualisation sera toujours très bien perçue. Absolument bien perçue. Et c'est vraiment c'est un peu la version la plus noble de la contractualisation parce que déjà vous passez un marché, c'est quand même très différent que de porter à son collecteur et puis d'attendre un prix hypothétique. Vous avez déjà un prix. Ce prix sera peut-être plus ou moins haut par rapport au marché, mais en tout cas il y a déjà ça. Et ça permet de se projeter. Et si ça ne fait pas toute la production que nous avons et que ça en fait déjà 50%, vous avez sécurisé pour les 3 prochaines années 52% de votre prix. C'est quand même différent comme avenir. Moi, je crois beaucoup à la contractualisation. Merci. Peut-être en rebond, Anne, Raphaël, merci. Moi, je pense que le sujet va devenir de plus en plus évident. Il n'était encore pas il y a très longtemps, mais le levier déterminant, c'est le changement climatique, les enjeux de décarbonation, qui sont les 2 leviers, notamment au niveau industrie de la transformation. Et donc aujourd'hui, pour se sécuriser sur ces 2 enjeux qui sont des enjeux core business, de pérennité de l'entreprise, il va falloir créer des relations de confiance avec ses partenaires, donc contractualiser et donc avoir ces discussions-là. Donc plus les entreprises sont loin du monde agricole dans la chaîne de valeur, donc notamment les entreprises les plus internationalisées, avec moult sous-traitants, fournisseurs, etc., plus ils sont encore loin du sujet. Nous on voit bien PADV grandit au fur et à mesure, d'abord sur des formats PME, hyper engagés, proches du terrain, ancrés dans les territoires, et au fur et à mesure ça s'élargit. Et celles qui sont plus loin, elles raisonnent encore un tableau Excel, elles ne veulent même pas savoir ce qu'on fait, elles nous disent non, je veux un tableau Excel avec une garantie de résultat, etc. Bon, ça c'est l'approche d'avant, mais je pense que ça ne tiendra pas très longtemps. Et peut-être pour compléter, moi ce que j'ai compris au cours des derniers mois, c'est que le coût de cette transition dont on a parlé, le coût de la transition agroécologique pour une ferme sur 3-5 ans, on parlait en introduction, il faut réussir à faire cette coalition, de mettre autour d'une table ce coût et à le faire supporter sur l'ensemble des différentes cultures. Parce que forcément, si c'est que le blé dans une ferme qui prend le surcoût et donc on va répercuter au consommateur qui achète sa pain ou sa brioche ou sa madeleine, ça va être difficile à supporter. Déjà, parfois, ça ne va pas passer du tout. Et parfois, c'est pas tout à fait juste en termes de répartition. Donc, cet effort-là, il faut réussir. C'est une des missions de ce que fait PADV là-dedans. Et ce que fait Agritic aussi, c'est de se répondre aux différentes filières de HDE, de monde animal également, pour que
on fasse supporter ce coût qui se répartisse et que le sac à dos soit moins lourd et pas que sur la plage. Donc c'est quelque chose qui n'est pas simple à faire, qui est ambitieux, mais qui est complètement nécessaire pour que ça arrive. Merci. J'aurais tendance maintenant à passer la parole au public pour quelques questions. Il nous reste 5 minutes. On n'est pas à la minute. Hein. Chez Agritic, on prend le temps de bien faire les choses. Donc, je dis 5 minutes, ça peut être 7, 8. Hein. Mais si des personnes dans l'audience sont intéressées d'interroger nos intervenants, levez la main, je vous passe un micro. C'est le premier, comme moi hier. Oh putain, j'avais peur. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est vous accompagnez des agriculteurs, est-ce que vous prenez des gens qui sont déjà très bien disants et vous les intégrez dans les produits de Kim, ou est-ce que vous avez une démarche de on vous prend là où vous êtes, on vous accompagne et même si vous êtes en chemin qui n'est pas encore parfait, on vous intègre déjà et on vous met dans une démarche globale. Je ne sais pas quelle est votre politique là-dessus. Alors, je peux parler pour Agritic, et je laisserai Anne, mais je pense qu'on aura des réponses similaires. Tout l'enjeu, en fait, c'est comment on arrive à embarquer tout le monde. Et donc, l'approche au niveau d'Agritic, c'est voilà, de prendre le collectif de producteurs, parce que le commerce équitable, c'est forcément un collectif, et de l'accompagner pour qui se situe autour de cette question de l'agroécologie, grâce à un outil de mesure d'impact comme peut être l'indice de régénération de PLV. Et après, en fait, c'est de les questionner. Et l'autre réponse, et je pense qui est fondamentale, c'est que cette question de la trajectoire, elle ne peut pas être abordée uniquement que par le producteur, même pas par l'organisation de producteurs, elle doit être abordée par l'ensemble des acteurs de la filière. Tout simplement parce que la question de la transition, c'est un pas de temps, c'est aussi comment on arrive à valoriser tout ce travail de fond, et forcément, si on est exigeant sur le pas de temps et que plus il est court, plus l'effort doit être prépondérant. Et donc, la question, c'est de remettre tout le monde autour de la table pour qu'ils questionnent ensemble sur comment aussi on arrive à porter et à financer cette transition et que, on disait tout à l'heure, la filière a une part et il y a d'autres acteurs qui peuvent en avoir une. Mais aussi, il faut que la filière puisse avoir la capacité de financer. Donc le pas de temps, il peut être différent selon la zone géographique, selon les moyens y mettre et selon la capacité à l'ensemble des acteurs de la filière à pouvoir accompagner et financer cette transition. Je suis totalement d'accord. Le principe de base, c'est la progression. Donc, c'est de valoriser la progression. Après, dans les faits, on peut voir chez les coopératives notamment, et ça se comprend très bien, une tendance à mettre en priorité les pionniers dans les contrats, parce qu'en fait on a besoin d'eux derrière pour embarquer les autres. Donc les rémunérer en premier fait sens aussi parce qu'ils ont déjà fait le boulot, ils sont déjà bons, et ça sert aussi pour les embarquer derrière pour aider à appuyer ceux qui vont démarrer. Donc on a tendance quand même en fait à avoir des premiers contrats qui sont plutôt très bons avec des résultats exceptionnels. Et après, la moyenne baisse, puisqu'on élargit, on a des débutants, donc c'est pas grave. Tant que c'est partagé au sein de la filière, c'est un objectif global d'augmentation des volumes et de faire progresser tout le monde. C'est pas du tout jeune. Merci. Combien représentent les ventes de commerce, le produit issu du commerce équitable sur l'ensemble des produits vendus en France? Et comment vous coopérez avec les labels type Fairtrade? Est-ce qu'il y a des coopérations qui s'établissent entre les labels et comment on distinguer les uns des autres? Alors, sur le chiffre, en fait, je vais laisser Ludwig répondre parce que c'est monsieur analyse de marché. Ouais, c'est un peu présomptueux, mais non, la consommation alimentaire française, c'est dans les 115 milliards à peu près annuels. Le commerce équitable, tout confondu, filière sud et nord, c'est 2 milliards. Donc on a encore du chemin à faire déjà collectivement, même avec les filières des pays du Sud associées à celles des filières du Nord. Et en France, on est à 750 millions de consommation, consommation d'aliments issus de filières équitables locales. Donc on a vraiment tout le chemin est devant nous. Là, c'est clair qu'on peut que mieux faire. Et c'est tout le chance de notre travail avec les filières. Et peut-être pour compléter, c'est ce que disait Anne, il y a toujours besoin d'exemples pour inspirer confiance et avoir une preuve.
Et le fait qu'Athletic existe et passe les fluctuations violentes qu'on a vécues de cours de marché, ça donne quand même confiance sur le fait que oui, ça va pas être 50% du marché demain, mais c'est possible. Et puis il y a d'autres filières et contractualisations qui peuvent se faire aussi pour aller en chemin, pour commencer à s'y intéresser et à tous les niveaux. Parce que l'ambition, elle est quand même beaucoup plus vaste que, si je prends l'exemple de l'agriculture biologique, en blé, c'est que 5% de volume. Ça a beaucoup progressé. Et on est peut-être à 9 en Allemagne, plus 13 au Danemark. Donc, voilà, mais on n'a aucun pays dans le monde où on est à 50-60% de l'agriculture biologique. Donc, et pourtant, c'est un modèle qui est extraordinaire. L'important, c'est cette progressivité et de réussir à faire comprendre à l'aval, parce qu'ils sont le plus loin effectivement du champ, le temps de l'agriculture, le fait qu'on a qu'une récolte par an et qu'on va apprendre en marchant, et que de fait, on ne peut pas vouloir le truc pour le lancement en janvier 25. C'est pas possible. Et ça prend du temps de pédagogie. Et pour répondre à la question des différents labels, donc en fait vous avez une structure qui s'appelle Commerce Équitable France et qui rassemble l'ensemble des acteurs du commerce équitable, c'est notre entre guillemets interprofession du monde de l'équitable. Et dans cette structure est présent l'ensemble des labels de commerce équitable. Juste ce qu'il faut avoir aussi en tête dans ce milieu-là, c'est que en fait, vous avez une loi qui définit ce qu'est le commerce équitable en France, donc ce qui fait que en fait, on a un socle de base et donc qui est partagé par l'ensemble des labels de commerce équitable. Une structure comme Commerce Équitable France nous permet de porter des messages communs et donc d'avoir aussi un rôle de plaidoyer. Je pense typiquement autour de toutes ces communications autour de la rémunération du producteur et des engagements qui sont derrière, et que effectivement entre un label de commerce équitable qui un engagement, une contractualisation, une vérification par un tiers de confiance et une démarche de marque privée qui lui est propre, qui peut avoir du sens, mais qui, de mon point de vue, n'a pas la même garantie et sécurisation, en tout cas, des engagements qui sont portés. Tout l'intérêt d'avoir une structure comme Commerce Équitable France, c'est aussi de défendre et d'avoir un message commun pour passer le message que un outil de commerce équitable, c'est aussi fondamental pour s'assurer que ce qui est véhiculé par les engagements des acteurs de filière est aussi vérifié et connu. Et petite précision au passage, le conso qui est sympa à passer, c'est qu'en 10 ans, le commerce équitable agriéthique a réussi à arriver en part de marché comme étant le deuxième produit le plus vendu en France aux conditions de commerce équitable derrière le café. Donc c'est quand même très fort grâce à des engagements justement comme les moulins associés. Ça a quand même massifié les volumes et ça a permis d'apporter les produits issus du segment boulangerie-viennoiserie comme étant les deuxièmes produits les plus consommés en France aux conditions du commerce équitable, juste derrière le café. Donc c'est quand même assez exponentiel, on va dire, le développement quand même de ces initiatives. On va arrêter bientôt par contre. Oui, bonjour. L'éthique n'est pas forcément liée à la transition agroécologique. Oui. Enfin, c'est pas forcément vrai. Comment on sait en fait s'il y a cette démarche-là ailleurs avec... Alors, en fait, dans la définition, je parlais de la loi autour du commerce équitable, en fait, un label de commerce équitable, il y a un engagement économique. Nous, quand on traduit avec le mot éthique, c'est tout le modèle contractuel qui est porté par un label comme éthique. Et des contrats qui sont Moi, je t'ai déjà décalqué. Demain, on a une journée de malade. Donc, derrière, en fait, l'éthique, c'est aussi... T'as vu, j'ai rajouté au champ demain matin. J'espère qu'elle va venir avec le N+1. Normalement, elle vient avec son N+1 direction H. On va évoquer celui de l'éthique, mais tout label de commerce équitable doit intégrer ces deux aspects-là dans ses engagements.
Une dernière question peut-être, sinon je vous invite à aller voir nos chers conférenciers en direct à la fin de juste après. Mais si c'est rapide, je vous laisse. Je ne sais pas si ça va être rapide, ce sera la réponse. Moi, je suis en région centre, en fait, on est beaucoup sur des systèmes avec des grosses coopératives. Et donc, ma question, voilà, les agriculteurs sont très dépendants, que ce soit pour les infos, pour la commercialisation, etc. Donc, comment vous intervenez dans ces systèmes-là qui sont quand même assez verrouillés et historiquement qui fonctionnent comme ça depuis très longtemps? Est-ce que c'est la demande des COP? Est-ce que vous avez de la demande aussi de la part des agriculteurs? Non, le facteur déterminant, c'était plutôt la demande de Laval pour l'instant, il faut être clair, qui voulait justement des démarches agroécologiques. Donc une demande, bon voilà, il ne se passe rien, 2 demandes, ils réfléchissent, 3 demandes, ça commence à bouger. Et tout l'enjeu par contre de notre accompagnement, nous, c'est de leur faire le cheminement nécessaire pour qu'ensuite ils portent la démarche et la portent bien. Donc nous, on va les aider, on va les former, on va les challenger. Et on utilise beaucoup les agriculteurs à ce moment-là, c'est toujours les agriculteurs pionniers dans le coin. Pour faire un peu la technique du sandwich, quand même, c'est pas mal. Et pour montrer ce qui doit être fait, et en même temps, les objectifs viennent être définis par Laval. Et derrière, les outiller, voilà, pour qu'à partir de ces premiers exemples, où ils vont tester des premiers contrats, des premières modalités, on puisse construire des conditions de massification à l'échelle de la structure coopérative. Donc ça va prendre des années. La coopérative avec laquelle on est plus avancé en phase de déploiement, on a mis 4 ans à aboutir à cette étape-là. Mais ça fonctionne, voilà, c'est beaucoup d'humain, de pédagogie avec tous ces acteurs-là, mais ça fonctionne très bien. Et votre point, il est important parce qu'on l'a rencontré dans les premiers cas pilotes où les contrats étaient bardés de clauses complémentaires sur l'obligation d'acheter les semences, etc. Maintenant, on a des arguments juridiques aussi pour ça qu'on va actionner pour justement expliquer que la liberté d'agriculteur, elle est fondamentalement dispositive et que si c'est pour prendre la donnée d'un côté pour prendre de l'autre, ça ne marchera pas. Alors, pour montrer aussi qu'on est complémentaires, en fait, dans l'histoire de l'agriculture, ça a plus été construit côté amont, en fait. Et si je prends l'histoire d'un certain nombre de projets en fait, qu'on a pu porter, en fait, c'est plutôt les producteurs qui ont été à l'initiative parce qu'ils étaient intéressés pour avoir des contrats individualisés qui les sécurisaient. Et donc, au final, ce qu'on peut voir, en fait, c'est que forcément, quand les producteurs ils sont moteurs, ils interpellent aussi la gouvernance de leur coopérative et on arrive aussi à initier des projets par des coopératives. Et je dirais que quand vous voyez, on va dire, dans les partenaires agricultiques, il y a de toute taille en fait de ces collectifs. Et donc, forcément, ça peut être effectivement un acteur aval qui est porteur de marque, mais ça peut être aussi des initiatives qui soient portées par l'amont parce qu'ils ont une véritable attente. Et après, je vois sur des coopératives, on va dire, d'importance, généralement, et je dirais pour n'importe quelle entité économique, le but c'est de mettre un premier projet en place, un projet pilote qui permet en fait de s'approprier le modèle et que l'ensemble des interlocuteurs, que ce soit de la coopérative ou de l'industriel, quand je dis l'ensemble des interlocuteurs, c'est aussi bien les aspects de marketing que les achats, que la RSE, et donc en fait, la porte d'entrée, des fois, elle se fait par une voie, mais le but, c'est avec un projet pilote que tout le monde s'approprie cette démarche-là. Et je rebondis sur ce que évoquait Bernard tout à l'heure. On a affaire aussi à des hommes et des femmes, et de plus en plus qui sont sensibles à ces enjeux-là et qui se questionnent sur comment ils peuvent répondre. Et donc, c'est avant tout, c'est bien humain qu'on arrive à vraiment faire initier ces projets-là. Et que quand le projet pilote marche, on a convaincu tout le monde et c'est là qu'on peut vraiment le démultiplier. Merci Jean-Marie, ce sera le mot de la fin, hormis si vous avez une dernière contribution, mais en tout cas merci Yann, merci Raphaël, merci Jean-Marie. C'est bon pour vous. Merci à toutes, merci à tous. C'est un plaisir de vous avoir. Vous pouvez rester pour un petit moment d'échange informel et d'autres joyeusetés sur notre stand. Merci beaucoup, bonne journée.